Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info. Ce matin, notre invité c'est Jean-François Copé, député maire de Meaux, Les Républicains et candidat à la primaire de la droite et du centre. Merci d'être avec nous ce matin. Pour vous interroger à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. Jean-François Copé, Manuel Valls, ou comment résoudre un problème en créant un autre. Le Premier ministre surtaxe les CDD et braque les patrons après sa rencontre avec les organisations de lycéens et d'étudiants. Un package de mesures dont le coût devrait avoisiner près de 500 millions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est un terrible gâchis. On avait au départ une loi qui était pleine de bonnes intentions. Il s'agissait de réduire les contraintes absolument énormes qui se posent aux entreprises françaises pour créer de l'emploi. J'avais même dit d'ailleurs au départ que c'est une loi que la droite aurait dû faire. Vous voyez, c'est vous dire qu'entre ça au départ et aujourd'hui l'atterrissage avec la surtaxation des CDD, on se dit mais quel gâchis, alors que notre pays a tellement besoin d'une nouvelle impulsion économique. Je dois dire que nous sommes passés de la loi travail à la loi El Khomri, qui était déjà un premier recul, et voilà que nous sommes à la loi UNEF. J'avoue que les bras m'en tombent. Véronique Jacquier. La méthode de Manuel Valls, c'est un aveu d'impuissance ? Je vais vous dire, je ne reconnais pas Manuel Valls en fait. Moi, on m'a toujours expliqué que le Premier ministre, et d'ailleurs c'est pour ça que je lui trouvais un certain tempérament, c'était quelqu'un qui tenait dans les moments difficiles. Moi, je me souviens, par exemple, il est le seul député socialiste, avec Aurélie Filippetti, à avoir voté la loi d'interdiction de la burqa, que j'avais, vous le savez, souhaité voir adoptée par notre Assemblée dans des conditions qui n'étaient pas très simples à l'époque. François Hollande n'avait pas voté, Jean-Marc Ayrault ne l'avait pas voté, Manuel Valls a eu le courage de la voter. Et je vois aujourd'hui un Premier ministre obligé d'aller à Canossa. Je pense d'ailleurs qu'il ne le fait pas de sa seule volonté, uniquement parce que le syndicat UNEF, c'est pas du tout les étudiants ni les jeunes de France, c'est l'UNEF, qui est le syndicat socialiste, a exigé que cette loi ne soit pas adoptée. Et en plus, non content de nous présenter un plan qui accroît les rigidités pour les entreprises, avec notamment la surtaxation des CDD, qui ajoute des mesures d'assistance pour les jeunes au lieu de proposer des mesures qui incitent à l'emploi ou qui facilitent le retour à l'emploi pour les jeunes. Mais en plus de ça, c'est un plan qui n'est pas du tout financé. 500 millions d'euros, je ne sais pas où on va les trouver. Mais il faut un plan spécifique pour les jeunes. On parle des jeunes. Est-ce que vraiment il faut faire un traitement spécifique pour cette catégorie ? Pourquoi pas ? Bien sûr. Oui. Je ne vois pas où est le problème. De même qu'il faut s'occuper des seniors qui aujourd'hui passaient 45-50 ans. Je dis seniors, c'est le mot qu'on emploie, même si ce n'est pas forcément le meilleur. Mais 45-50 ans, il faut s'occuper naturellement de voir comment leur permettre de retrouver un emploi quand malheureusement ils l'ont perdu. Mais de la même manière pour les jeunes, quelle est notre difficulté ? Nous avons aujourd'hui un problème de qualification par rapport aux demandes des employeurs et deuxièmement un problème de tuyautage pour permettre à nos entreprises de pouvoir embaucher plus facilement. Bon, aucune des mesures proposées aujourd'hui ne permettent cela. Aucune. Je prends un exemple. L'apprentissage. C'est un sujet absolument majeur. C'est ce qui fait la réussite de l'économie allemande. Pourquoi le gouvernement ne prend aucune mesure pour l'apprentissage alors que je propose qu'il soit mis à 14 ans. Je propose de la même manière que l'on facilite les périodes d'apprentissage dans les entreprises, alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'apprentis ne trouvent pas de stage en entreprise. Donc vous voyez, c'est tout ça qui est désolant. Vous faisiez allusion il y a un instant à l'autorité de Manuel Valls avec un point d'interrogation, c'est un peu ce que vous avez dit. Est-ce que de la même façon, est-ce qu'il faut évacuer à vos yeux, une façon définitive, la place de la République avec le mouvement Nuit debout et comme dans d'autres villes de province par exemple ? Oui, mais alors ça, c'est l'autre volet, c'est l'autre volet fou de ce que nous vivons en ce moment. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en état d'urgence, nous avons une place de la République qui est occupée matin, midi et soir et nuit, avec des slogans qu'on connaît parfaitement. Enfin, il y a que dans l'univers... Pardon de vous dire ça, mais il n'y a que dans l'univers médiatico-parisien qu'on fait semblant d'être fasciné par ce spectacle qu'on connaît par cœur, avec les mêmes slogans, les mêmes formules, qui a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Donc il faut toujours les mêmes. Pour vous, ce n'est pas logique qu'en état d'urgence, on autorise ce genre de manifestation quand on interdit, par exemple, les lycéens de fumer hors de leur établissement, non, mais attendez, dans la rue, par exemple. Évidemment que c'est aberrant. Évidemment, surtout quand on voit le simulacre d'hier qui consistait à les évacuer hier matin, mais à demander, à négocier avec eux pour qu'ils veuillent bien quitter les lieux à minuit. Enfin, mais tout ça, surtout,
et c'est ça qui pour moi est terrible, donne le sentiment d'une crise de commandement pour notre pays. Or, moi qui suis en campagne tous les jours, région après région, j'étais dans le Doubs, j'étais dans le Jura, je serai ce soir dans le Val d'Oise, je vais ensuite aller à Carcassonne, je vais ensuite à Château-Renard, enfin j'ai tout un programme de déplacement dans toute la France. Qu'est-ce que j'entends ? À chaque fois, la même formule de la part des Français qui nous disent « notre pays n'est plus commandé ». Et il n'est plus dirigé. Comment peut-on continuer comme cela ? Il y a aussi une aspiration au renouvellement. D'un côté, on a les jeunes de Nuit debout. De l'autre, on a la primaire des citoyens, voulue maintenant par Alexandre Jardin, par Corinne Lepage. Comment vous analysez ces mouvements ? Oui, on a même Emmanuel Macron. Oui, c'est les deux infinis. Bon, tout ça. C'est une erreur de mettre tout ça côte à côte. Il y a un certain nombre de commentateurs qui disent, mais finalement, il y a une aspiration à autre chose. Bah, évidemment, est-ce que vous ne prenez pas en compte ça ? Mais évidemment qu'il y a une aspiration au renouvellement. Mais comment peut-il en être autrement ? Voilà des années et des années, ça ne date pas de la gauche d'ailleurs, que les gouvernants successifs n'ont pas de résultats, que le chômage ne baisse toujours pas, que les déficits ne baissent toujours pas, que l'insécurité ne baisse pas. Évidemment qu'ils en ont assez les gens, et ils se disent, écoutez, est-ce qu'il faut qu'on essaye autre chose ? Alors de temps en temps ils votent pour le Front National, de temps en temps ils trouvent de la sympathie pour tel ou tel mouvement extrémiste de gauche. C'est tout ça qui ne va plus. Est-ce que ce n'est pas dangereux de vouloir une démocratie sans les élus, sans les politiques ? C'est là ce qui se profile avec la primaire citoyenne, avec Nuit debout. Ça fait encore une fois des années que nous entendons ce même discours. Reprenez le slogan de mai 68, reprenez les slogans pendant la loi Devaquet dans les années 80, reprenez les slogans pendant le CPE. C'est toujours les mêmes formules. Avec la même gravité, le même sentiment qu'on vit un moment historique, ce qui est normal. On fait un sitting dans la rue jour après jour, on est fatigué, on crée une espèce d'atmosphère de solidarité. Pardon, mais aujourd'hui, notre sujet, il est celui-là. Peut-on renouer avec l'esprit de commandement ? Peut-on avoir enfin à la tête de notre pays un chef de l'État qui décide, et qui décide conformément à ce pourquoi il a été élu. Le problème de François Hollande, malheureusement, c'est que cette loi travail pavé de bonnes intentions, ce sont des mesures, je vous l'ai dit tout à l'heure, que la droite aurait dû prendre. Le seul problème, c'est qu'il a été élu, lui, pour proposer une taxe à 75% pour les plus riches. C'est un virage à 180 degrés. Et donc, ça rend son équation politique impossible. Je comprends, moi, l'exaspération des gens. Jean-François Copé, dépénalisation du cannabis. Jean-Marie Le Guen dit que la prohibition ne marche pas, qu'elle mérite d'être discutée. Vous êtes maire de Meaux. N'est-ce pas un sujet pour les maires, ça, localement ? Comment ça se passe à Meaux, par exemple ? Non, enfin, c'est un sujet pour les maires, mais de quoi parle-t-on là ? On a bien en tête les ravages du cannabis sur la santé physique, psychologique, psychique de nos jeunes. Encore une fois... On est les plus sévères, hein, vous savez, en France, et on est ceux qui consomment le plus. Oui, mais ça veut dire que si on libère la consommation du cannabis, alors l'interdit va passer dans l'étape du dessus. Donc ça va être... on va se ruer sur de nouvelles formes. C'est des sujets dont les jeunes vous parlent à Meaux, parlent au maire de Meaux de ça ou pas du tout ? Mais attendez, ce sont des sujets dont on peut, le cas échéant, parler, mais je préfère quand même dire que quand on en parle avec les jeunes, c'est pour dire « touchez pas à ça ». C'est tous les dangers possibles. Ce n'est pas simplement, contrairement à ce qu'on raconte, une question de mafia et de crime et d'argent. Un peu quand même, les circuits financiers. Si vous banalisez la consommation du cannabis, il ne faut pas penser que les jeunes vont arrêter de le consommer. Ça sera consommé comme des cigarettes. Donc en réalité, il faut faire un tout petit peu attention à ce qu'on raconte. Et malheureusement, la solution, elle consiste à continuer de combattre face à ces filières mafieuses et certainement pas de le légaliser. Et quand Jean-Marie Le Guen dit quand même, vous connaissez bien le milieu médical, quand il dit la prohibition, ça marche pas. Effectivement, on est un des pays consommateurs, un des premiers au monde. Les trafics n'ont jamais été si importants. La répression ne marche pas non plus. Oui. Donc, est-ce que ça mérite un débat ? Est-ce que ça mérite un débat ? Est-ce que ça peut être un sujet ? Moi, à titre personnel, je suis opposé à la dépénalisation de toute consommation de produits stupéfiants. Alors, bien sûr, je sais pertinemment que malheureusement la loi n'est pas respectée dans ce domaine. Mais pour moi, le sujet, c'est un sujet de message de santé publique à l'égard de nos jeunes. Si nous légalisons le cannabis, alors nous donnerons le sentiment aux jeunes que ça n'a pas d'effet sur leur santé. Or, ça a des effets, tous les rapports le montrent, infiniment plus dangereux que la simple cigarette. Moins que l'alcool. Certains médecins disent moins que l'alcool. Je parle du cannabis. Mais certains et d'autres disent que c'est très dangereux. Oui. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça a des effets dramatiques sur la santé psychique de nos jeunes, qui en réalité peuvent avoir le cerveau gravement abîmé. Moi je veux bien qu'on ait ce type de débat, mais est-ce que c'est le plus urgent ? Je ne suis pas sûr.
Je pense que nous avons suffisamment de sujets lourds à traiter aujourd'hui sur le plan de la sécurité, sur le plan économique et social, pour ne pas en rajouter un nouveau dans lequel les Français vont encore se diviser, se déchirer. Il y a donc un ministre qui va prendre la responsabilité de légaliser le cannabis et de se retrouver confronté à des parents qui vont, à juste raison, le pointer du doigt en lui disant à cause de vous, voilà l'état dans lequel ce site se trouve aujourd'hui de santé, mon enfant. Il faut quand même faire un tout petit peu attention à ce qu'on raconte. Jean-François Copé, toujours à propos du cannabis, en juillet 2015, Manuel Valls avait dit le débat est clos. Et là, on a un ministre effectivement qui relance le débat. Il n'y a plus de gouvernement ? Oh, écoutez, vous savez, des petites phrases dans tous les sens, on connaît. Non, pour moi, le vrai sujet, encore une fois, c'est ce que je propose, d'ailleurs, dans le livre que j'ai écrit, Le sursaut français, c'est ce que je dis. Resserrons le périmètre de l'État sur ce que l'État doit absolument faire et libérons les énergies sur le reste. Nous avons aujourd'hui, pour notre pays, 3 grands sujets. Un sujet d'autorité, de rétablissement de la sécurité, un sujet de liberté économique, parce qu'aujourd'hui tout est coincé, bloqué, et troisièmement un sujet qui a trait à notre rapport à la France, à la question de ce que l'on appelle la montée des communautarismes. Sur ces 3 sujets, je propose que l'État, que le gouvernement, que le futur président de la République, et c'est dans cet esprit que je m'adresse aux Français, en réalité concentre son action. Ce sont ces 3 sujets-là qui sont majeurs. Et en réalité, ne recommençons pas à nous diviser. On a payé assez cher pour ça, à nous diviser sur des sujets dits de société qui vont encore mettre les gens dans la rue, dans les oppositions et dans les tensions, là où il n'y a pas lieu d'être. Gilles Leclerc. À propos des primaires, vous êtes en campagne. Il y a sur le papier aujourd'hui 12 candidats à la primaire de la droite et du centre. Vous avez beaucoup insisté depuis le début de cette émission sur le besoin d'un chef et cette question de l'autorité. Aujourd'hui, comme ça, sur le papier, quand on regarde les candidats et candidates, il y a combien de profils de chefs dans cette bataille de primaire? Il y en a 5, il y en a 6, il y en a 2, il y a vous... La question est sympathique, mais vous comprenez bien sûr que je ne suis pas là pour y répondre. Nous sommes les uns et les autres candidats avec nos qualités et nos défauts. Moi, vous êtes candidat pour la présidence de la République, c'est pas seulement pour la primaire, donc ça veut dire des choses. Bien sûr, mais vous comprenez bien que c'est un peu délicat pour moi d'aller distribuer un bulletin de notes. D'ailleurs, ça n'est pas le sujet. En réalité, quelle est l'essence du projet que je propose? Il se trouve que je suis maire de Meaux depuis 20 ans et que Meaux, qui est en Seine-et-Marne, c'est un peu une petite France, avec des problèmes de quartiers difficiles, de délinquance, de ruralité tout autour, et d'ailleurs des confrontations compliquées, la montée des communautarismes. Et par rapport à cela, j'ai mis en œuvre une politique que j'ai appelée de droite décomplexée, c'est-à-dire une politique dans laquelle on a des valeurs, le travail, le respect, la tolérance, et en même temps un certain rapport à la France qui est très important, et en même temps cette idée que la main ne doit pas trembler quand on veut décider. Et c'est vrai que de manière très concrète, sur tous ces sujets, j'ai vu qu'on pouvait trouver des solutions. Et moi, je rêve de faire pour la France ce que j'ai fait pour vous. Mais vos concurrents disent un tout petit peu la même chose. Dans ce domaine-là, ils ne peuvent pas le faire, puisque par définition, aucun d'entre eux n'a l'expérience que je peux avoir en tant que maire de Meaux, puisque aucun d'entre eux n'a eu ce type de mandat. Vous mettez maintenant en avant votre expérience de maire de Meaux. Vous avez été plusieurs années patron de l'UMP. Vous avez été obligé de démissionner de la présidence de l'UMP. Les Français ont ça en mémoire aussi. Vous avez été éclaboussé par l'affaire Big Malion, à défaut d'être frontalement touché. Vous comprenez quand même qu'on ait du mal à vous suivre sur cette envie de cheffer. Là, je suis quand même non, obligé... mais votre candidature à la primaire, c'est une rédemption? Non, attendez, on n'est pas. On est en République laïque. Je propose qu'on mette les choses qu'on remette l'Église au milieu du village, si vous le permettez. Juste un mot, Véronique, comme vous connaissez tout ça et que vous n'avez pas terminé sans doute votre phrase, vous auriez dû peut-être préciser que j'ai été effectivement pointé du doigt, accusé avec une grande violence sur une affaire dite Big Malion, et que 18 mois après les investigations poussées qui ont été faites par les magistrats, ceux-ci ont considéré qu'il n'y avait aucun élément pour me mettre en examen. Que vous ne l'avez pas dit. C'est important de le rappeler. Parce qu'il ne faut pas se délecter. C'est à vous de le rappeler. Non. Attendez. Mais vous oubliez d'insister sur le fait que vous avez dû quitter la présidence de l'UMP. Ça, c'est un fait. Oui. Et pourquoi je l'ai quitté? Je l'ai quitté dans un climat de violence, de haine, parce que ça finalement arrangeait peut-être un certain nombre de gens de me désigner comme coupable idéal. Mais la fin de l'histoire, c'est que les magistrats, je le répète,
ont considéré ne pas devoir me mettre avec. Pourquoi je vous dis ça? Juste, c'est intéressant. C'est un Non, mais vrai, la question de Véronique Jacquier, c'est est-ce que Oui. vos idées sont audibles du coup? Oui, bah écoutez. C'est ça. Écoutez, La question on est verra là. ça. Après, on ce le qui vous verra. est arrivé, est-ce que Eh vos bien, idées sont audibles? Eh bien, ça, Qu'est-ce que vous sentez? on le verra au résultat. Ce que j'observe, c'est que je vais partout en France, mais c'est vrai qu'elles seront d'autant plus audibles que ceux qui sont en charge de donner l'information la donneront bien jusqu'au bout. Vous avez été les uns et les autres très bruyants, il y a 1 an et demi, pour raconter des faits, laisser cours à toute une série d'allégations me concernant qui, on l'a vu après, étaient fausses. Votre mission, d'une certaine manière, c'est aussi... Ça n'a pas été le cas de Public Sénat et Sud Radio. Nous n'avions pas cette Non, mais matinale à l'époque. attendez, encore une fois, vous l'avez compris, mon sujet n'est pas de mettre en cause qui que ce soit. Il est juste de dire, l'équité, c'est que lorsqu'après un certain temps, la vérité des faits montre que la personne qui était censée être le coupable idéal ne l'est pas, c'est bien de le dire. Eh ben, c'est ce que nous faisons ce matin. Non, c'est ce que j'ai dû faire ce matin parce que vous l'aviez omis. Ce que vous avez fait chez nous ce matin, Voilà. votre livre Le Sursaut Je français. me dis quel dommage que je ne sois pas toute la journée sur le plateau pour pouvoir veiller à ce que ce soit fait. Le Sursaut français, il marche bien ce livre? Le sursaut français, il marche bien en termes de vente, moins que celui de Nicolas Sarkozy, ça c'est sûr, si c'est la question. Et d'ailleurs, je vois dans votre sourire gourmand que vous avez l'air de vous amuser. C'est un gros travail, le sursaut français. Vous l'incarnez, ce sursaut? Je l'incarne, ça j'espère bien, parce que j'en ai porté de la première à la dernière ligne. J'ai un rêve secret. C'est que vous preniez quelques instants pour le lire. Et vous verrez que. En tout cas, on l'a vu derrière vous. Oui. Mais ça, c'est une chose de le voir, mais une autre est de le lire. Et ça vous permettra de voir que c'est certainement l'un des livres, parmi ceux qui sont proposés par les candidats, les plus aboutis en termes de propositions, de chiffrage, et en même temps de propositions pour vraiment permettre à notre pays de se sortir de cette situation de marasme. En ce qui me concerne, je l'ai lu, Jean-François Copé. Est-ce que vous Merci l'avez apprécié? infiniment. Eh bien, je vous dirai ça une autre fois, car je reçois moi aussi tous les candidats des primaires de la droite et du centre. Je dois tous les lire et je ne peux pas leur dire à tous si on est. Je m'en doute. Merci infiniment d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. Je rappelle, vous êtes député maire de Meaux en Seine-et-Marne et candidat à la primaire de la droite et du centre. Merci d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. On passe à l'analyse de vos propos, mais aussi de l'actualité avec les éditorialistes Denis Jambard et Yves Tréhard dans un instant. Merci. Voilà, j'accueille aujourd'hui donc, comme je le disais à l'instant, Yves Tréhard du Figaro. Bonjour Yves. Bonjour. Et Denis Jambard de Nice Matin. Bonjour messieurs. On passe tout de suite à ce qu'a dit Jean-François Copé. Peut-être parler tout d'abord de Manuel Valls, ou comment résoudre un problème en en créant un autre, la surtaxe des CDD pour calmer les étudiants. Ça ne plaît pas beaucoup à Jean-François Copé qui a dit c'est pas des syndicats étudiants, d'abord c'est uniquement l'UNEF. Yves Tréhard. Non, mais il a raison. De toute manière, on fait une erreur de langage quand on parle de ce problème. C'est pas la jeunesse qui est dans la rue, c'est une poignée d'individus qui émargent à des organisations gauchistes. Enfin, ce qui est extraordinaire. Non, mais c'est vrai. C'est un des grands maudits. Allez-y. Non, mais allez-y. Ça n'existe plus. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans Nuit debout. C'est toujours la même chose. Des étudiants attardés, des syndicalistes en mal de publicité, des intellos qui n'ont plus de salle de cours. Enfin bon, c'est vraiment. Non mais il faut voir ça. C'est incroyable. Enfin, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des vraies revendications. Le vrai sujet, je vais vous dire, c'est qu'on a quand même une grande partie des jeunes en France qui travaillent pour avoir des diplômes, pour passer des examens. Étudiants attardés, ça va pas plaire. Qui font des stages, qui cherchent des stages, qui essayent de bosser un maximum pour améliorer l'ordinaire. Et de eux, on parle pas. Eux, ils sont des millions. On n'en parle pas, eux. Et qui partent à l'étranger parce qu'ils sont dégoûtés de voir ce qui se passe en France. Ils sont 250 000 à l'étranger tous les ans. C'est quand même beaucoup plus que les 20 000 qui manifestent aujourd'hui. Denis Jambard, vous êtes d'accord avec le terme étudiant attardé? C'est un peu fort quand même. Non, peut-être. Enfin, moi, je sais pas très bien qui sont. Non, mais je veux dire quelque chose quand même là-dessus. Moi, je suis sidéré, en effet, de l'effet de loupe sur ces manifestations-là. Là, vous êtes d'accord avec Yves? Oui, je suis d'accord, parce que dans le même temps, on ne s'occupe pas, en effet, vraiment de tous ces jeunes qui partent à l'étranger. On ne s'occupe pas aussi de toute cette jeunesse qui vote Front National. Il ne faut pas oublier que le Front National, aujourd'hui, est le parti qui capte le plus les 18-24 ans, c'est-à-dire la jeunesse aujourd'hui, et on s'occupe de cette petite minorité qui a trouvé un moyen de se manifester. Moi, je dis pas que... C'est l'UNEF. Alors, je ne les stigmatise pas. Non, c'est pas que lui. Il y a du spontanéisme là-dedans, etc. Mais si vous voulez voir un gouvernement se focaliser
sur des manifestations qui sont quand même minuscules. Je regardais l'autre jour un reportage sur Strasbourg, où on consacrait quand même 2 minutes et demie dans le grand journal du soir de TF1 à des gens qui étaient 100 personnes la nuit. Il y a le gouvernement qui s'y intéresse. Non, mais- NKM, l'autre jour, a dit qu'elle voulait y aller. Oui, mais Il y a l'opposition aussi. Arrêtons la démagogie, mais on est dans un... aussi en cause on les est- médias, on est si dans vous voulez. une- On est en train de grossir un phénomène et on oublie en effet la masse des jeunes qui rencontrent des difficultés, qui rencontrent des problèmes, ceux qui travaillent. Alors si vous voulez, comme toujours, la majorité silencieuse, on n'en parle c'est pas. un problème Le problème, c'est qu'on en a beaucoup. C'est un problème de représentativité alors des jeunes. Une pollution sournoise des esprits, je le dis comme ça, ce qui est terrible parce que on focalise l'attention sur des sujets qui sont mineurs, qui n'existent pas par rapport à la grande angoisse d'une grande partie de la population qui, elle, ne dit rien. Hein, et on se focalise sur les choses. Si, Regardez, il y a une chose elle que dit- je voudrais dire. Il y a une chose que je voudrais dire. Par exemple, il y a un mouvement spontané qui dit la société civile et tout. Mais ça représente quoi, cette société civile, y compris pour Monsieur Macron? Ça comme Nuit debout, d'ailleurs, on dit ce sont des mouvements spontanés. Mais ce sont des mouvements spontanés qui intéressent les médias, Paris, hein, et qui n'intéressent absolument pas la plupart des Français, qui, eux, sont englués dans leurs problèmes. Denis Jambard. Sur ce Denis sujet-là, Jambard. il y a une contradiction incroyable. Vous voyez que, par exemple, aujourd'hui, Emmanuel Macron, eh bien, dans les sondages, il arrive en tête chez les socialistes. Ce sont les mêmes. Alors, il faut quand même savoir que Emmanuel Macron, il aurait fait une loi El Khomri puissance 10, si c'était lui qui avait été à la manne. Ce sont les mêmes qui condamnent le libéralisme, etc. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse à ces contradictions. Moi, je trouve d'ailleurs qu'on vit dans un état de schizophrénie absolue dans ce pays. Alors le deuxième sujet ce matin, c'est la dépénalisation du cannabis. Alors c'est quoi? Un an avant la présidentielle, est-ce innocent? Vous avez vu qu'il y a une poignée de jeunes qui est dans la rue, donc ils essayent de détourner l'attention, ils essayent de les caresser dans le sens du vote. C'est un effet présidentiel, ça? Mais j'en sais rien, mais tout de même, il y a deux sujets dans le cannabis. Il y a un sujet de sécurité publique. Quand Et un j'entends sujet Monsieur de Patrick, santé publique surtout. de sécurité publique d'abord. Quand j'entends monsieur Patrick Menucci, qui la semaine dernière, quand il y a eu 4 morts à Marseille, dit il serait peut-être bon, la réponse c'est la dépénalisation du cannabis, il a tout faux. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils passeront à d'autres drogues, et ils sont déjà passés, les mafias, à d'autres drogues qui sont des drogues dures, qui coûtent plus cher et qui sont d'un meilleur rapport. Deuxièmement, il y a un problème de santé publique, ça c'est vrai. Et on sait très bien que c'est pas parce qu'on va libéraliser l'usage du cannabis qu'on va arriver et à certains bout. médecins sont Et à ce partagés. moment-là, pourquoi on a été le gouvernement n'a de Il cesse reste 2 minutes. d'interdire la cigarette. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction du combat contre la cigarette, le tabagisme, et de libéraliser Rapidement, Denis de Jambard. Ce que je voudrais dire, Jean-Marie Le Guen est assez cohérent parce qu'il a toujours défendu cette position-là, mais là, c'est une déclaration opportuniste à visée électorale. Alors, dernier point, les primaires, les chances de Jean-François Copé, là, c'est un parmi les 12. Vous l'avez senti comment ce matin? Vous l'avez regardé attentivement? Vous l'avez senti désireux d'en découdre? Denis Jambard. Apaisé. Apaisé. Oui, apaisé. Très bon analyste politique. Je crois qu'il a compris qu'au fond, cette sphère médiatique dont on parlait aujourd'hui s'intéresse pas trop à lui et que son souci, c'est quand même un élève de Jacques Chirac, c'est de travailler sur le terrain. Et d'aller en province. Et il verra bien après. D'aller dans les régions et d'aller dans les territoires. Il l'a dit. Le terrain, de toute manière, De toute façon, il n'y a Jean-François pas de Copé. secret, hein, ça commence. Il vous met en cause un peu. Il met en cause le microcosme parisien. Il a raison, qu'est-ce qu'on vient de faire le là, Parisien. avec Denis? On vient On exactement. en fait partie, Ça mais on s'appelle met en cause. territoire d'info. On n'arrête pas de dire que justement le nombrilisme parisien masque tout. Eh bien, Mais vous en faites pas partie vous-même? Pardon, mais évidemment qu'on en fait partie. Ah, bon, mais on me rassurait. l'important, c'est de quand même savoir. lucide sur C'est de nous-mêmes. savoir être lucide sur soi-même. Et ce qui est intéressant chez Jean-François Copé, On n'a plus le temps, c'est là. que c'est un élu et un homme politique jeune. Donc là, si vous voulez, Il il sème pour pose l'avenir. des bases pour l'avenir. Enfin, il évidemment. n'est plus jeune quand on voit l'âge d'Emmanuel Macron. faut pas Ils ne exagérer. sont pas de la même génération. Ils ne sont pas de la même génération. Nice Matin, c'est sans nouvelles, la une de Denis Jambard. Oui, c'est à propos de toutes ces personnes qui ont disparu et pour lesquelles les familles s'inquiètent. Et donc, il y en a beaucoup en France, en réalité. On voit les Donc, c'est un panneaux dans sujet. les aéroports, Et c'est d'ailleurs. voilà, et c'est un sujet sur ces Et familles le qui Figaro, s'inquiètent faut-il sur ce avoir travail de recherche. peur de la baisse des taux d'intérêt? Faut-il avoir peur de Ah oui, cette parce baisse? qu'à court terme, si vous voulez, c'est plutôt bien d'avoir un argent qui est pas cher. C'est bien pour les particuliers, pour acheter des appartements, des choses comme ça. Mais c'est quand même terrible parce que c'est pas un très bon signe de santé de notre économie. Et on voit pas que par ailleurs, la croissance
n'en profitent pas. C'est comme Et ça qu'est née la crise des subprimes. Exactement. Il faut quand même le dire. Exactement. Merci Yves Tréhard, merci Denis Jean-Bart. Vous étiez très en voix, Yves Tréhard, ce matin. encore une fois. Écoutez, Merci à tous. Difficile de le contenir. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos de Public Sénat et de Sud Radio. Bonne journée à tous.